Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, bienvenue dans La Causerie, l'émission en négatif de J+1. Une émission d'avant-match qui sera consacrée aujourd'hui à la rencontre inaugurale du championnat de Ligue 1 Conforama, et oui c'est bien comme ça qu'il faut le dire maintenant, entre l'AS Monaco et Toulouse, une rencontre qui se disputera au stade Louis II demain soir à 20h45. Pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Inde, dont la voix féminine a été fortement demandée. Salut Inde. Je savais pas que ça avait été fortement demandé. Un véritable plébiscite. Et au sommaire de l'émission, on va revenir dans un premier temps sur l'historique de l'AS Monaco au stade Louis II face au TFC, avec un éclairage particulier aussi sur la rencontre de la saison passée. On évoquera bien sûr l'adversaire et nous vous passerons quelques extraits de l'interview que Adrien a réalisée avec JB, un des membres du site lesviolets.com, site d'actualité sur le TFC. On terminera ensuite avec le détail du groupe convoqué par El Tactico, Leonardo Jardim et notre petite proposition de composition pour demain avec le résultat du sondage et une petite analyse. Est-ce que le programme te convient, Inde ? Très bien. Alors on y va. On va faire juste un petit préambule parce que peut-être l'info a pu échapper à certains, vu que les alertes ASM Foot ne fonctionnent plus. La nouvelle est tombée donc hier, à savoir la signature d'Adama Diakabi, donc du Stade Rennais, qui s'est engagé avec l'AS Monaco pour une durée de 5 saisons, le transfert qui serait d'environ 10 millions d'euros. Donc l'attaquant Inde qui signe à l'ASM, est-ce que il y a une petite réaction, qu'est-ce que ça t'évoque ? Bon, j'avoue, j'ai pas regardé tous les matchs du Stade Rennais. Je me rappelle juste du match qu'ils avaient fait contre nous, mais c'était à la fin de la saison, et je l'avais trouvé plutôt très bon, plutôt impressionnant. Après, c'est comme d'habitude, on recrute jeune, donc tu sais pas si le pari que tu prends sera payant au bout, mais a priori une bonne recrue. Et il faut au moins signaler que quand Monaco met 10 millions sur un jeune, je pense que ça a été bien étudié quand même avant. À voir. En tout cas, lors du match que tu évoquais, donc à savoir la dernière rencontre, 38e journée de Ligue 1, donc de la précédente saison, c'est là apparemment qu'il aurait tapé dans l'œil de Leonardo Jardim. En tout cas, on aura l'occasion, nous, de revenir plus longuement sur ce joueur et sur sa signature dans une prochaine gazette du Mercato. Sans plus tarder, on va démarrer avec donc l'historique de cette rencontre. Inde, j'ai envie d'abord de commencer un petit peu avec les débuts de l'ASM en tant que champion de France. Lorsque l'ASM commence le championnat, c'est pas en étant champion, avec un statut de champion à défendre, c'est pas forcément gage de victoire derrière. Bah non, justement, en fait, ça m'inquiète un peu. Je sondais un petit peu les avis des personnes, des supporters surtout, qui apparemment mettent vraiment beaucoup de pression sur ce match. Ils s'attendent vraiment à ce que, en étant tenant du titre, tu commences la saison un peu de manière spectaculaire, tu vois. Forcément tu ouvres le bal en portant sur les épaules. Je pense qu'il y aura plus de pression, quoi. C'est-à-dire on va être vraiment observé, scruté et attendu au tournant. Ah bah, certainement, mais après à voir comment les joueurs vont réagir. Ceux qui y étaient déjà de la saison dernière et qui, eux, pour le coup, sont champions de France, peut-être qu'ils auront un peu plus de pression. C'est toujours le cas quand tu dois confirmer derrière. Pour les nouveaux, ça sera pour le coup nouveau, donc à voir. Mais je pense que malgré leur jeune âge et la jeunesse de l'effectif, je pense que Jardim tient bien les rênes de son équipe, et je pense que ça se passera bien. Mais après, il faut pas non plus partir trop dans des analyses. Si jamais, au grand malheur, il y a un nul ou il y a une défaite, on va voir des signes. Voilà, enfin. En tout cas, une défaite en tant que champion de France, Monaco l'a vécu 3 fois, donc au retour de la nouvelle saison, pour 2 victoires et 2 nuls. Donc ce serait bien d'équilibrer ça déjà demain soir, avec une 3e victoire. Bah, c'est surtout que Monaco reste sur quand même à peu près, ça fait 20 matchs qui sont invaincus. 18 matchs, je crois, puisque la dernière c'était contre Lyon. En tout cas en Ligue 1, il me semble. Oui. Mais je pense que c'était 18 victoires et 2 nuls. Oui, 20 matchs, ouais, peut-être, oui. Et en dessous, 20 matchs invaincus. Bon,
Après, Puis il y a aussi un record de victoires entre guillemets à aller chasser. Alors moi j'aime pas les saisons j'aime pas faire chevaucher cette statistique d'une saison à l'autre, mais bon, d'autres organismes sérieux la prennent en compte, donc bon on va relayer ça, mais le record c'est Bordeaux qui le détient avec 14 victoires consécutives, donc sur 2 saisons. Monaco est à 2 avec 12, donc il y a peut-être, vu le calendrier en plus assez favorable sur les 3 prochaines rencontres, les 3 premières en tout cas, il y a peut-être un record à aller chercher aussi à ce niveau-là. certainement, mais après, c'est un avis personnel. Les records comme ça me passe au-dessus, au fait. De toute façon, ce qu'on retient à la fin, c'est vraiment les victoires significatives, les titres, etc. Enfin, les records, c'est sympa, on le mettra sur une ligne dans Wikipédia, mais après. Hmm. En tout cas, donc on va revenir à la rencontre qui se profile donc entre l'ASM et Toulouse. On peut noter qu'on avait rencontré Toulouse il y a pas très longtemps, en ouverture de saison aussi, c'était en 2009, et on s'était imposé. Donc peut-être là aussi un bon signe peut-être futur. Le bilan sinon est vraiment favorable pour Monaco face à Toulouse à domicile. On a vraiment des chiffres qui parlent en notre faveur. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, quand tu pars en tant que champion de France tenant du titre, t'es forcément historique ou pas historique, tu pars quand même assez favori. Oui, ça oui. Et effectivement, donc là on est sur 3 victoires consécutives face à Toulouse à domicile avec des gros scores en général, hein. Il y a eu quand même 4-1, 4-0, 3-1, bon, ça va. Et Toulouse ne s'est pas imposé depuis 7 rencontres. Donc voilà, espérons évidemment que ça ne change pas. Euh, un petit éclairage sur la rencontre de la saison dernière, Inde, parce que c'était un moment charnière dans la saison, dans la mesure où il suivait cette rencontre et on avait été éliminé en Coupe de France en envoyant notre CFA. C'était une rencontre vraiment importante. J'ai envie de dire pourquoi revenir sur ce qui est passé. Effectivement, bon, après, je pense que je suis de ceux qui repartent toujours sur de nouvelles bases pour une nouvelle saison. Donc, Ouais. Bon, en tout cas, on pouvait le rappeler pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'en plus c'était il n'y a pas si longtemps que ça on les avait affrontés et on s'était donc imposé 3-1. Malgré l'ouverture du score de Toivonen. On va en parler plus tard aussi de Toivonen justement, mais voilà, ce week-end-là, Monaco avait renversé la vapeur et Paris avait été défait par Nice, donc c'était un moment clé et charnière aussi dans la construction du titre. Et au passage, parce que voilà, j'ai envie, ça me fait plaisir, Moutinho avait réalisé un match énorme. Parce que voilà, voilà, c'est voilà moi. qu'il est reparti sur sa propagande de Voilà. Mouti. Donc on Non, va, mais oui. c'est comme je te disais, au fait que ce soit des victoires ou des défaites, je suis pas de ceux qui s'attardent trop sur. Après, effectivement, c'était peut-être un tournant. Pour moi, le tournant de la saison, c'était pas forcément C'était pas non, mais disons que ça a été un moment un peu charnière dans le sens où on a pris vraiment une avance définitive devant Paris et surtout ça faisait suite aussi aux polémiques parce que tous les chroniqueurs disaient ah Monaco n'a pas respecté la Coupe de France, ah ils ont envoyé le machin, et tandis que nous on a fait tourner et qu'on s'est épargné une défaite peut-être, on a gagné derrière, tandis que Paris avec la même équipe que 4 jours avant face à Nice s'est écroulé complètement. Donc c'est vrai que c'était symbolique un petit peu cette journée cette 35e journée à ce moment-là. C'était ça qui était intéressant à relever. On va maintenant passer sur l'adversaire. Donc c'est une catégorie où on va principalement laisser s'exprimer un supporter de notre équipe adverse. Donc on va recevoir JB et on va vous proposer tout ça avec notamment Adrien aussi qui posait les questions, qui réalisait l'entrevue. Donc, on a eu d'abord un premier avis sur l'intersaison du TFC, sur les matchs de préparation et sur le mercato qui a été évoqué. Donc, on a eu d'abord les points positifs donc par notre invité.
Au niveau des points positifs, Oscar Trero a quitté le club, libre, mais ça fait une place en plus dans la masse salariale. On a vendu Martin Braithwaite à Middlesbrough en Angleterre pour plus de 11 millions d'euros. Et d'autres joueurs qui étaient pas forcément utilisés ont été bien vendus. Je pense à Tongo Doumbia pour un peu moins d'1 million d'euros en Croatie. On a vendu nos derniers joueurs serbes, notamment Aleksandar Pešić. Donc voilà, tous ceux qui devaient partir par manque de temps de jeu ou pour donner de l'argent au TFC, ils sont partis. Donc on a récupéré un petit 13-14 millions d'euros. Donc disons que à partir de maintenant, il ne devrait plus y avoir de départ au TFC. Autre point positif, au niveau de la préparation, on a retrouvé certaines vertus, notamment défensives, malgré certaines blessures, j'y reviendrai. On n'a pas encaissé trop de buts pendant la préparation et on a gagné notre dernier match. On sait que c'est toujours important pour la dynamique de remporter le dernier match. L'année dernière, on avait perdu contre un club portugais 6-2 lors du dernier match amical. Forcément, ça fait des ordres. Là, on a battu Osasuna 1-0. Donc ça fait un petit peu du bien aux têtes, surtout que c'est l'unique victoire du TFC durant cette intersaison. Donc effectivement, il y a eu des ventes qui ont permis de ramasser un petit pactole pour les Toulousains. Maintenant, il y a aussi des points négatifs, comme on va pouvoir l'entendre. Au niveau des points négatifs, il y en a quand même pas mal, et voire un peu plus que certains points positifs. Au niveau, comme je vous l'ai dit, au niveau de la préparation, on a gagné qu'un match, c'est le dernier. Après, on a buté sur en début de préparation sur des équipes de National et de Ligue 2. On a fait un match nul contre Montpellier, donc c'était pas très rassurant, et surtout on n'a pas marqué beaucoup de buts, 3 en 5 matchs. C'est pas énorme. En même temps, on a encaissé que 2. Donc, au niveau des points négatifs, je dirais que dans notre dynamique, on est resté sur malheureusement notre deuxième partie de saison, où pas beaucoup de spectacles, pas beaucoup de buts encaissés, mais pas beaucoup de buts marqués, et finalement des résultats très moyens. Deuxième point négatif, c'est les blessures. Malheureusement, notre charnière centrale Issa Diop et Christopher Julien, qui ont participé activement à ce qu'on termine 4e meilleure défense du championnat la saison dernière, ont été blessés pour Issa Diop tout au long de la préparation. D'ailleurs, il ne reviendra pas avant le mois de septembre. Et Christopher Julien, lui, a dû se faire opérer du genou au 15 juillet. Et depuis, il suit un programme de reprise, mais il est très très incertain pour affronter Monaco. Donc en plus, on a pas mal des absences remarquées du côté de Toulouse, puisque c'est la charnière centrale qui est concernée, comme vient de nous le dire JB, et ça va forcément aussi un petit peu influer dans la composition. Alors effectivement, au niveau des absents, il y en a 2 qui sont certains, c'est Issa Diop, blessé au dos, et Ola Toivonen qui est suspendu. Après, il y a des incertains. Le gros point d'incertitude, c'est Christopher Julien. Il n'a pas joué un seul match amical depuis 3 semaines. Je ne le vois pas démarrer. C'est mon opinion. Léger, ouais. Mais après, Pascal Duprat a dit, c'est notre meilleur défenseur. S'il est apte, et a priori, il a repris l'entraînement cette semaine, il jouera. Donc ça, ce sera le gros point d'interrogation. Au niveau, alors, si on part du principe qu'il ne joue pas, la défense, elle sera la suivante. Ce sera Lafont dans les buts. Lafont dans les buts, Clément Michelin, international U19, U20 sur le côté droit. Sur le côté gauche, François Moubandje, international suisse, et 2 défenseurs centraux. Ce sera certainement donc Steve Yago, qui a été assez rassurant durant la préparation. Jeune du centre. Voilà, qui est une très bonne doublure et vice-capitaine du club. Et donc Kelvin Amian qui a été la révélation de la saison dernière, qui est plutôt un latéral droit, mais qui sur le dernier match contre Osasuna en défense centrale a été très bon. Donc voilà, Amian, Yago en défense centrale. Si Julien joue, je pense que ce sera Yago, Julien dans l'axe, et Amian qui reviendra à son poste de latéral droit. Après, pour le reste de la composition, tout dépendra du système choisi par Pascal Duprat. Pascal Duprat a envie de jouer avec 2 attaquants. Est-ce qu'il va le faire à Monaco ? Comme c'est la première journée, c'est l'interrogation. Je dirais que je pense qu'on va avoir le droit à une sorte de 4-4-2, mais qui peut se muer assez facilement, je pense, du coup, en 4-2-3-1, voire en 4-3-3. Moi, je verrai 2 joueurs dans l'axe qui seront à coup sûr, je pense, Cahuzac. Et après, il y aura le choix entre Blin et Bodiger.
2 joueurs sur les côtés, Durmaz et Machache pour aller très vite et dribbler, et le duo Delors et Jean devant, en sachant que les joueurs offensifs, Durmaz, Jean, Machache, c'est des joueurs qui sont assez polyvalents, c'est-à-dire que Durmaz, Machache, Jean, ils sont capables de jouer autant dans l'axe que sur un côté, donc ça va bouger. Voilà, c'est plus facile de les faire bouger eux, oui, que Delors ou Sanogo, qui sont plus des joueurs. Exactement. Donc, c'est clair. Voilà, donc ça sera, je pense qu'en phase offensive, ce sera un 4-4-2 avec Delors et Jean devant, Durmaz et Machache sur les côtés. Mais en phase défensive, on peut très bien imaginer Corentin Jean qui vient aider sur le côté droit ou sur le côté gauche. Voilà, ça va bouger. Je pense l'absence la plus gênante pour eux, c'est celle de Diop. Après, ils vont bricoler une charnière de secours. Ce qu'ils disaient au début sur, ils ont fait un dégraissage normal. Je pense que la vente de Braithwaite, même si elle a ramené quelques sous, je pense, comme le disait d'ailleurs Boris, c'était un cadre du vestiaire. On peut penser ce qu'on veut de lui sur le terrain, etc. Je pense qu'il leur a rendu pas mal de services. Donc je pense que les autres ventes sont plus anecdotiques. C'est un dégraissage normal. Pour les absences, oui, effectivement, ils ont eu pas mal de blessures, d'absences dans le secteur défensif, mais je pense qu'ils vont pouvoir bricoler quelque chose. Moi, j'attends surtout Cahuzac. Hein. Oui, bon, t'attends son carton rouge. Est-ce qu'il a déjà fait carton rouge sur une première journée de Ligue 1 ? Ça serait la petite stat à regarder. Non, mais Duprat nous dit qu'il n'a pas eu de carton rouge pendant les amicaux, donc c'est déjà ça. D'accord. En tout cas, il y aura une absence aussi de marque, de remarquer que nous a fait, qu'a souligné notre invité, c'est l'absence de Toivonen. Toivonen qui est suspendu, donc c'est pas mal pour nous parce qu'on se rappelle justement c'est lui qui avait marqué au mois d'avril face à nous, donc le seul but toulousain. Il est suspendu pour cette première journée et en plus Toivonen, Monaco, c'est une équipe qui lui a plutôt réussi en général. Oui, je pense que Glick sera le premier déçu. Oui, surtout que Glick d'ailleurs en a parlé en conférence de presse en disant qu'il préférait se concentrer sur Toivonen que sur Neymar. Visiblement, il devait dormir pendant les causeries ou alors à Monaco ils sont pas au courant qu'il serait suspendu. Je ne sais pas. J'espère qu'ils ont bien préparé sérieusement quand même le match. Hein. Non, il se chauffait. Il avait une photo de Toivonen quelque part dans sa chambre et il le regardait avec son regard de brute. Voilà. En tout cas, merci donc à JB pour le temps qu'il nous a consacré. On rappelle leur site, lesviolets.com, donc n'hésitez pas à y aller si vous avez une petite sympathie pour les violets. Et vous pourrez retrouver rapidement, donc en guise de bonus, l'interview en intégralité sur notre chaîne YouTube. Vous avez à peu près un quart d'heure d'entretien, donc c'est intéressant et ça mérite le coup d'œil. On va passer au groupe. Donc il est tombé tout à l'heure. Donc on va énumérer les joueurs convoqués. Donc on peut noter déjà 19 joueurs. Donc il y aura forcément un des joueurs en tribune. Dans les gardiens, on a Subasic et Benaglio. En défense, Glick, Gemerson, Georges, Radji, Sidibé, Touré. Au milieu, Fabinho, Lemar, Maïté, Moutinho, Lopez, Tillmans. Et en attaque, Carrillo, Diakabi, Falcao, Mbappé et Saint-Maximin. Alors il y a plusieurs enseignements déjà de ce groupe. La première, c'est l'absence de Kongolo, qui, on le rappelle, était titulaire lors du Trophée des Champions. Là, il est complètement absent du groupe. C'est surprenant, on n'a pas eu d'informations comme quoi il avait été blessé ou pendant une préparation. On n'en sait rien. Au moment où on fait l'émission, là, on n'en sait pas plus. Donc c'est surprenant. Donc si c'est par choix, ce qui m'étonnerait quand même, parce que bon, il a fait un match, il serait au moins dans le groupe, je pense, s'il était apte. Ouais, hier, le communiqué médical ne mentionnait pas du tout Kongolo. Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être d'une alerte qu'il a pu ressentir aujourd'hui, un problème qui est arrivé, ou alors, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'un choix purement sportif ? Là, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. En revanche, au niveau des défenseurs, a priori, même s'il a joué milieu, c'est le retour de Sidibé, qui était en reprise aménagée dans le communiqué médical et qui finalement est déjà de retour.
Il est de retour dans le groupe. Après, est-ce qu'il va débuter le match? Je ne sais pas. Ouais, déjà débuté le match, mais est-ce que finalement il est là en attendant de savoir si demain ça ira mieux parce que on va attendre l'évolution. On le rappelle, il y a un joueur qui sera en tribune. C'est possible que ce soit Sidibé si finalement il venait à pas se sentir suffisamment bien. J'ai l'impression. Oui. Les dernières nouvelles, c'est que il devrait pas commencer, ou bien si il commence. Oui, a priori, on devrait avoir Touré. Sinon, l'autre nouvelle, c'est qu'on a déjà donc Adama Diakaby qui a signé hier seulement et qui est déjà présent dans le groupe. Alors, je pose la question, est-ce que sa présence peut être remise en question, sachant qu'on a déjà 5 attaquants dans le groupe? Est-ce qu'il pourrait pas lui se retrouver en tribune si jamais Sidibé venait à être apte finalement? Bonne question, je sais pas. De toute façon, dans la hiérarchie des attaquants, je doute fortement qu'on le voit. Ouais, il y a peu de chances quand même de le voir, mais en tout cas, il est déjà prêt, mais en tout cas, c'est rare C'est pas de le voir. genre de Jardim en fait. C'est un joueur qui vient d'arriver. Il le lance pas en plein dans le bain pour le premier match officiel. Il est beaucoup plus prudent que ça. Donc ça m'étonnerait fortement qu'il soit. Après, de là à savoir si Sidibé finalement apte, est-ce qu'il prend sa place, on le saura en moment voulu. Mais de toute façon, Diakaby, je pense pas qu'on le verra. On peut noter qu'Mbappé est toujours là, pour l'instant. Tu veux me faire du mal ou quoi? Oui. Hein. Et sinon, dans les autres absences, donc on a Gil Diaz, donc a priori tout simplement il est pas au niveau. Hein. Donc désolé pour le crack Gil Diaz. Et on a. Je doute qu'il nous écoute, hein, donc ouais. heureusement. C'est pour ses admirateurs sans doute. Et on a également Endoram et Adama Traoré qui ont repris avec le groupe l'entraînement, mais qui sont donc toujours écartés pour l'instant, peut-être encore trop courts. On va passer. Oui. Non, c'est rien. J'allais dire quelque chose de méchant. Passons. Bon, tu avais le droit, mais. Alors on va passer un petit peu à notre composition et on va également évoquer le vote qu'on a soumis aux internautes et plus particulièrement aux tweetos. Donc quelle solution à droite au poste d'ailier droit pour remplacer Sidibé sur le premier match s'il n'est pas reconduit et plus généralement Bernardo Silva. Donc on a soumis plusieurs propositions, Gil Diaz, Rony Lopez, Saint-Maximin ou autres. Donc il y a eu un plébiscite Inde pour Saint-Maximin. En tant qu'ailier, sur la droite. Voilà, mais même je pense que même si on a... Oui, bien sûr, mais parce que les gens ont vraiment envie de le voir, j'ai l'impression. Je suis les gens. Moi aussi, j'ai hâte de le voir. La saison qu'il a fait l'année dernière était top. Ses stats parlent pour lui. La saison l'année dernière était top. Je vais avoir du mal à te suivre là-dessus quand même. Ah bon? Bah oui. Moi, je trouvais que quand même, il s'est bien débrouillé. Hein. Alors certes, dans un club. Oui, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à gommer dans son jeu et il s'est montré très rarement décisif. Donc bon, c'est un joueur qui a voulu trop souvent faire la différence de lui-même, sans souvent trouver la réussite. Donc j'ai du mal quand même à qualifier. Si tu veux, quand tu as pas le soutien qu'il faut aussi. Il faut remettre les choses dans leur contexte. En termes de qualité de jeu qu'il proposait à lui tout seul, si on isole un petit peu. Je pense que tu parles plus de niveau technique, mais en termes de collectif, c'était très loin du compte, hein, visiblement. Je partage pas forcément cette avis. En tout cas, moi j'ai voté Rony Lopez parce que pour l'instant c'est celui qui a l'air un peu plus habitué du poste, à voir maintenant le choix de Jardim, mais bon, Saint-Maximin donc avec 65% qui a été plébiscité, mais il a aussi il jouit d'une bonne cote de popularité par ce côté un peu c'est son aspect percutant du jeu, le fait qu'il soit très très dribbleur et aussi le fait qu'il mette un peu les tweetos dans sa poche avec un maillot à gagner. Non, je suis pas
particulièrement ce qu'il publie sur Twitter, mais je pense que techniquement quand même il régale pas mal. Et oui, non mais c'est bien de régaler, mais Ethan Ben Arfa aussi régale au final, il fait pas une grande carrière. Il a fait quelques gestes d'exception. Oui, mais c'est comme je te disais, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand on dit qu'il a fait une bonne saison, c'est à son niveau individuel. Si tu le remets dans le contexte dans lequel il évoluait, forcément. Mais je pense que je sais pas, je suis comme tout le monde un petit peu, j'attends de voir, mais je suis plutôt optimiste. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est typiquement le joueur qui, enfin, je vais voir, hein, mais je serai au stade demain soir. Connaissant un petit peu le public de Louis II, ça m'étonnerait pas que ce genre de joueur, si ça venait à perdre trop souvent le ballon avec des gris-gris, ça va vite se mettre le public à dos. Et le stade Louis II, c'est pas Twitter. Voilà. Je dis ça comme ça. Voilà. Non, mais je pense que ce qui lui manquait la saison dernière, c'est un Jardim. Voilà. C'est quelqu'un qui va pouvoir le canaliser. Je trouve que c'est peut-être un petit diamant brut qui a besoin d'être plus canalisé, plus discipliné. Mais après, j'en reviens toujours au même point. Il a eu des coups d'éclat. Peut-être qu'avec Monaco, ce sera beaucoup plus constant. En tout cas, Alan Saint-Maximin, donc l'an dernier, est le joueur qui a réussi le plus de dribbles. Enfin, le troisième joueur à avoir réussi le plus de dribbles après Neymar et Eden Hazard dans les 5 grands championnats européens. Le peuple. Voilà. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Des buts. Donc on va faire un petit essai de composition. Inde, je pense que dans les buts on peut dire Subasic, il y a pas de suspense. Glik, Emerson dans l'axe, pareil. Touré à droite, a priori. A priori, oui. Bah, de toute façon, sur la grande inconnue, c'est plus les couloirs. C'est derrière, je sais pas. C'est le côté gauche, effectivement. Georges, a priori, puisque en plus la question semble a priori donc résolue puisque le Congolo est absent. Maintenant, peut-être on sait jamais s'il met Raji, mais j'y crois pas. Je pense qu'il mettra plutôt Georges. Fabinho, Tielemans au milieu de terrain, a priori ça devrait être ça. Voilà, Lemar à gauche, pas de problème. Et donc à droite, donc à voir. Je pense que c'est Lopez qui tient la corde, mais. Tu penses ? Moi, je pense plus à ça, ouais. Je pense plus à Lopez. Ouais. Ouais, je me dis que Jardim voudra lancer à un moment Saint-Maximin. Je pense qu'il le fera peut-être plus en attaque, mais bon, pourquoi pas. Hein. Moi, encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux et effectivement, peut-être que Jardim prendra un pari, mais pour l'instant, je vois plus Lopez tenir la corde par rapport au match de préparation. Si Dibé c'était une sorte de pari à ce moment-là face au pendant le trophée des champions, mais dans une configuration un peu plus classique entre guillemets. J'ai l'impression que Lopez, pour l'instant, et faute de mieux, c'est celui qui tient la corde. Sinon, en attaque, Falcao Mbappé, a priori, à moins que Mbappé nous fasse une Falcao face à Lille il y a 3-4 ans avec le téléphone. Par de malheur. C'est surtout que c'est flippant quand on pense que l'autre choix, c'est quoi ? C'est Cario. Et Cario Falcao, c'est pas très complémentaire. Non. Et moi, j'aimais bien Valère Germain, mais bon. ne me lance pas sur Germain parce que je vais sortir les mouchoirs. Oui. Voilà. En tout cas, sinon un dernier mot donc sur l'arbitre. Ce sera Clément Turpin qui a arbitré 4 fois la saison passée Monaco, donc 2 fois face à Marseille, 2 victoires on s'en rappelle, 1 victoire face à Saint-Etienne, donc quelque part lui aussi il a un petit peu profité du titre puisque c'était le match donc où l'ASM a été officiellement titré. Et enfin le nul face à Bastia, donc un partout, on s'en rappelle, c'était avant la Ligue des Champions d'ailleurs, avant Manchester. Voilà. Merci Inde pour cette émission. Donc on se retrouvera bientôt. On remercie également Adrien pour avoir réalisé l'interview. Quant à moi, je vous rappelle donc la rencontre entre Monaco et Toulouse demain soir à 20h45 et ce sera sur Canal+ pour ceux qui n'auront pas la chance d'être à Louis II. Si vous avez Canal, voilà. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio-diagonale.fr.
mais aussi sur notre chaîne YouTube. Sinon, nous sommes également sur Facebook et Twitter, n'hésitez pas à nous suivre. Prochain rendez-vous demain soir, sans problème technique on l'espère, pour le débrief radio de la rencontre, et on espère vous retrouver nombreux. Salut à tous et da game Lego. Et bisous.